Nous avons prévu de, comme vous le voyez ici, de vous parler de deux thèmes. L'annualisation du temps de travail, tout à l'heure, mais nous avons prévu aussi de vous dire dans quelle stratégie s'instaure ce texte de déréglementation sociale et quelle étape nouvelle il fait franchir à ce que nous avons appelé la stratégie de déconstruction du syndicalisme. Alors, ça va pas, déjà. Ça se fait. Alors, excusez-moi, il y a des problèmes de... Des petits problèmes de connexion des fois. Non, des problèmes techniques. Alors, si je fais ça... Ah, c'est bon. Voilà. Excusez-moi. Je suis pas trop expert. Voilà, donc là, le premier thème donc, sera abordé tout à l'heure, de façon à ce que vous ayez la maîtrise du texte et que vous en parliez avec Bruno, notamment des conséquences sociales que ça va avoir sur la désorganisation des conditions de travail et sur les conditions de rémunération des salariés. Mais si ça vous étonne, peut-être, nous allons aussi parler de déconstruction du syndicalisme de conquête. Et pour ça, nous allons faire un petit détour historique en France, à Monaco, et nous allons remonter loin dans le temps pour bien comprendre comment syndicalement, nous, à l'Union des syndicats de Monaco, nous nous positionnons par rapport à ce texte. Tout le monde ici n'est peut-être pas adhérent à l'Union des syndicats de Monaco, mais ça présente un intérêt, nous pensons, à ce que tout le monde soit informé. Voilà. Alors nous repartons très loin, enfin assez loin, et pour parler de ce qui était autrefois la norme. Là, vous savez que c'était le travail à 48 heures par semaine. Et dans le domaine, par exemple, du salaire, mais dans beaucoup d'autres domaines, c'était en fait les critères fixés par le patron dans l'entreprise qui étaient la loi, hein, la règle. Ces critères, par exemple, si c'était le salaire, ils pouvaient varier, hein, productivité de l'individu, son implication, son assiduité, son savoir-faire, même son sexe ou sa docilité à écouter les ordres. Voilà. Ça, c'était autrefois. Et donc, c'était le patron, symbolisé par ce petit chapeau bleu, là, qui était le seul juge en la matière et le seul dicteur de règles. C'était donc le salaire à la tête du client, par exemple. Et puis, bon, en France, les syndicats se constituent et le mouvement social commence à s'organiser et il s'énerve pas mal, par exemple, en 1936. Vous avez entendu parler des grands mouvements populaires de 1936. Et 1936, bien entendu, c'est important parce que vous l'avez déjà entendu dire, parce qu'à ce moment-là, on ramène la durée du travail à 40 heures par semaine. Et c'est les premiers congés payés. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en 1936, il y a une très grande conquête du mouvement ouvrier qui intervient. C'est qu'il se passe ça aussi, parce que cette conquête, c'est la conquête des conventions collectives. La première loi qui autorise les conventions collectives en France, hein, ne sont pas à Monaco, parce qu'à Monaco, 36, il y a eu du mouvement, mais il n'y avait pas encore de syndicat. Donc la première, c'est une autre grande conquête, c'est les conventions collectives, qui font qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose de très fort, de très important dans la vie du mouvement ouvrier français. C'est que ces critères fixés par le patron ne sont plus fixés par le patron. Ils sont fixés à l'extérieur de l'entreprise
ce sont des critères qui sont négociés en dehors de l'entreprise avec les syndicats. Syndicats de patrons, bien sûr, mais surtout et aussi syndicats, à l'époque, ouvriers. Ça, c'est une grande conquête et c'est très important parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, avec cette nouvelle norme qui est donc la convention collective, la fixation du salaire, par exemple, va échapper au contrôle direct de l'employeur. Il va être obligé d'appliquer les salaires qui sont dans la convention collective, négociés en dehors de son entreprise. Ça, c'est très important. Et de même, parce qu'il n'y a pas que le salaire, de même, il y aura d'autres améliorations dans la convention collective par rapport à la loi, et il va être obligé aussi de mettre en œuvre dans l'entreprise les améliorations que la convention collective apporte par rapport à la loi, malgré sa volonté. Ça, c'est une conquête importante. On l'a un peu oublié, mais ce principe fort que le patron dans l'entreprise ne peut plus faire tout ce qu'il veut, ça lui échappe, et un certain nombre de clauses sont donc introduites dans les conventions collectives négociées à l'extérieur de l'entreprise. C'est très important pour nous. C'est-à-dire que la convention collective s'impose à l'employeur dans l'entreprise, et parce que les critères sont négociés en dehors, ce qui constitue une force pour le salariat, une force qui va unir le salariat parce que vous avez vu que j'ai symbolisé par ce petit bonhomme sympathique en rouge, là, une force du salariat qui unit tous les salariés de toutes les entreprises d'une même branche d'activité. Hein? C'est-à-dire, si dans une entreprise on est moins organisé, un peu plus faiblard que dans l'autre, eh ben, on va appliquer les clauses de la convention collective pour tout le monde pareil. Voilà, donc, par exemple, vous voyez, si on est dans l'entreprise A ou dans l'entreprise B, on aura les mêmes droits, tous les mêmes droits. C'est notre force. C'est donc une conquête très importante. Voilà. Bien entendu, dès cette époque, c'est intolérable pour le patronat et ses alliés politiques. Hein. Dès 1936, ça n'a pas duré longtemps, ils ont commencé à travailler pour revenir à la situation antérieure. Parce que c'était intolérable. Comment se fait-il que les salariés organisés puissent m'imposer par une convention collective quelque chose que je n'ai pas décidé moi dans mon entreprise? Donc le combat du grand patronat pour le retour à la situation antérieure a déjà débuté là, mais nous allons le voir que c'est surtout dans les années 80 que ça va s'accélérer. Donc voilà ce qu'ils veulent. Hein, ils veulent fragiliser à nouveau le salariat pour revenir à ce qui était au départ, aux critères fixés par le patron, de façon à ce que la convention collective se casse la figure, comme sur notre petite illustration. Alors, en France, c'est surtout dans les années 80 que ça a commencé. Alors, dans les années 80, on va donc parler de ce que j'ai appelé la déconstruction du syndicalisme par rapport à la force que représente la convention collective, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, si en 1936 il se passe ces événements, c'est parce qu'il y a un mouvement ouvrier fort et un mouvement ouvrier organisé dans la CGT qui est très combative, dans le Parti communiste aussi. À l'époque, c'est comme ça que ça se passe. Alors, cette convention collective, on vient de le voir, elle s'impose à l'entreprise. Et s'instaure alors ce qu'on appelle une hiérarchie des normes, hein, c'est-à-dire que la loi qui est au-dessus de la convention collective, et la convention collective au-dessus de l'entreprise, de le patron tout à l'heure on l'a dit. Mais s'il s'instaure cette hiérarchie,
il s'instaure aussi ce que l'on appelle un principe de faveur. Autrement dit, la norme inférieure qui s'appelle convention collective, inférieure par rapport à la loi, elle va pouvoir instaurer des règles supérieures à la loi qui est au-dessus. Hein? La convention collective peut déroger pour faire mieux que la loi. Et donc dans l'entreprise, on va appliquer ce qui est le plus favorable aux salariés. Ça s'appelle la hiérarchie des normes et le principe de faveur, qui n'est pas remis en cause à Monaco, en principe. C'est un principe protecteur, hein, ce principe de faveur. Bon, ça fait partie de nos stages, il y en a peut-être qui en ont entendu parler s'ils ont fait les stages syndicaux. Voilà. Donc, en 1982, après l'élection de François Mitterrand, on va commencer à faire un peu du social, puis après ça ne va pas durer longtemps. En 1982, en France, interviennent les lois Auroux. Auroux, c'est du nom du ministre qui les a présentées à l'Assemblée nationale, avec notamment deux points importants. Il instaure la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise sur un certain nombre de sujets, le salaire, la durée du travail et l'organisation du travail. C'est une disposition que l'Union des syndicats de Monaco n'a jamais revendiquée. Parce que, sous prétexte, on nous dira mais c'est très démocratique, les salariés d'entreprise vont pouvoir négocier avec leur patron, montrer les muscles. Ben là déjà, vous voyez que par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, on commence à revenir à l'ancien système. On va négocier dans l'entreprise. Mais surtout, ce qui est ennuyeux, c'est que dans cette loi, Auroux, la loi dit qu'on va pouvoir déroger à la convention collective dans l'entreprise. On va pouvoir déroger à la convention collective dans l'entreprise pour faire mieux que la convention collective ou pour faire moins bien dans un certain nombre de cas qui soient dictés par la loi. C'est-à-dire que là, c'est un peu le ver qui s'introduit dans le fruit. On commence à dire, dans certains cas, on va pouvoir déroger, mais moins bien. Pour faire moins bien que la convention collective. Voilà. Mais après, dans les années qui ont passé, une série de lois sont intervenues qui ont confirmé ce principe et qui l'ont malheureusement aggravé. Il y a eu la loi, on appelait la loi de sécurité globale, parce que c'est pour sauver... Alors vous voyez que là, dans certains cas, on commence à... la flèche s'est inversée. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des accords dans l'entreprise moins intéressants que la convention collective. Moins protecteurs. Ça s'aggrave avec ce qu'on a appelé la loi de sécurité globale, si j'arrive à le... Voilà. De sécurisation de l'emploi, plutôt. De sécurisation de l'emploi. C'est-à-dire que pour sauver les emplois, on peut faire des accords moins intéressants que la convention collective. Donc là aussi, la flèche dans l'autre sens. Et arrive ensuite, alors, la catastrophe. La première catastrophe, c'est la loi travail, la loi El Khomri, qui a donné lieu, vous l'avez peut-être en mémoire, à des batailles fortes en France contre cette loi, qui est une loi qui élargit ce principe comme quoi, dans un certain nombre de cas, l'accord d'entreprise peut être moins favorable que la convention collective. Et ensuite arrive la loi travail puissance 10, c'est-à-dire les ordonnances Macron. Avec les ordonnances Macron en France, il y a encore un certain nombre de domaines dans lesquels la convention collective de branche prime sur les accords d'entreprise. Mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'accord d'entreprise
va pouvoir primer sur la convention collective de branche. Il prévaut sur les dispositions de la convention collective, même si les dispositions de la convention collective sont plus favorables. Et donc là, on n'est vraiment pas bien en France. Voilà. Donc le principe de faveur là est, je l'ai barré complètement, mais il ne faut pas, c'est un peu schématique, hein, est fortement, très fortement remis en cause. Ce principe qui est un principe protecteur pour les salariés. Voilà. Donc nous avons ça qui est en train de se passer avec une inversion de la hiérarchie des normes et, comme je vous l'ai dit, le principe de faveur fortement remis en cause. Mais, dans les ordonnances Macron, l'accord d'entreprise, cependant, ne peut être négocié que par les syndicats représentatifs dans l'entreprise. Les syndicats représentatifs. C'est important pour ce qu'on va voir après avec Monaco. La différence avec Monaco, qui commence à s'instaurer. Donc là, vous voyez qu'on commence beaucoup, nous sommes déjà dans une période où malheureusement, la fragilisation du salariat, dont on parlait dans la petite animation symbolique tout à l'heure, est en bonne route. Donc depuis les années 80 en France, nous avons, et ça, c'est pas comment dirais-je, j'ai pris cette idée chez un historien du syndicalisme, hein, et je trouve qu'elle peut très bien se démontrer, comme j'ai commencé à le faire, et comme on va continuer à le faire. Il y a donc une décentralisation progressive des relations sociales vers l'entreprise, de la convention collective, qui était libératrice, de nouveau vers l'entreprise, où le patron a plus de pouvoir qu'avant. C'est ça l'important dans ce que je souhaite vous dire. En fait, ce que j'appelle nos adversaires, hein, ils nous amènent à pratiquer le syndicalisme tel qu'ils le veulent, tel qu'ils veulent que nous pratiquions le syndicalisme et pas tel que nous souhaitons le pratiquer. Donc ils nous amènent à intégrer l'idée que finalement c'est dans l'entreprise que tout doit se faire. Tout doit se régler. C'est donc en même temps, hein, bien entendu, chaque fois qu'ils avancent d'un pas supplémentaire dans cette voie, c'est évidemment un affaiblissement du syndicalisme de conquête sociale qui était celui de 1936, qui est le nôtre, hein, puisque nous ne sommes pas un syndicalisme d'accompagnement de la régression sociale, nous sommes un syndicalisme de conquête. Et donc, le corollaire, c'est l'affaiblissement progressif des conventions collectives en France et de leur force. De leur force par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et donc, une déconstruction du syndicalisme de conquête qui est fondée sur l'instauration du rapport de force. Parce qu'évidemment, si j'ai pris 1936 comme exemple de départ, c'est parce qu'à ce moment-là, il y avait un mouvement populaire important. C'est parce qu'il y a eu un rapport de force qui a imposé la création des conventions collectives, avec d'ailleurs comme rapporteur à l'Assemblée nationale de cette loi, Ambroise Croizat, qui sera plus tard le fondateur de la sécurité sociale. Hein. C'est Ambroise Croizat qui a été le rapporteur de la loi sur les conventions collectives en 1936. Alors à Monaco, Monaco, pour la déréglementation, nous battons les records. À peu près à la même époque, dans les années 80, les plus anciens d'entre nous se souviennent d'un événement très grave qui va dans le même sens, hein. C'est la loi anti-grève. Cette loi qui avait été votée en catimini par le Conseil national en une demi-heure, c'était une loi qui quasiment interdisait la grève. Ça a donné lieu à une lutte d'une année complète
au bout de laquelle le tribunal suprême a déclaré inconstitutionnelle la loi. Bien. Mais pourquoi cette loi? Parce que à Monaco, c'est le moment où il va y avoir un grand tournant. Jusque-là, on calquait la législation française, sauf dans le domaine des droits et libertés. Pas de comité d'entreprise, etc., etc. Mais autrement, on calquait à peu près le droit français qui, à l'époque, était encore un droit relativement favorable aux salariés. Et là, on décide à Monaco que non, c'est fini, on ne va plus calquer le droit français, on va faire un droit monégasque qui sera un droit ultralibéral. Et ce qu'ils souhaitaient avec cette loi, c'est que ça passe facilement. Bon. C'est passé beaucoup plus lentement que ce qu'ils avaient prévu. Il a fallu beaucoup plus d'années pour qu'ils arrivent à déréglementer à Monaco, parce que la loi a été mise en échec. Donc, malgré tout, nous avons, vous le connaissez, hein, toutes les déréglementations sociales qui ont eu lieu depuis quand même les années 80, sur le contrat de travail qui n'est pas réglementé en ce qui concerne l'intérim, qui n'est pas réglementé parce qu'on fait ce qu'on veut, c'est la fantaisie. Ici, on fait ce qu'on veut, le patron fait ce qu'il veut. C'est les contrats à durée déterminée, ad vitam aeternam, sans aucune réglementation. C'est la loi sur le salaire qui a été complètement bafouée. C'est la retraite qui a connu une première réforme il y a quelques années, le repos du dimanche, etc., etc. Donc depuis les années 80 à Monaco aussi. Et c'est aussi le blocage de l'application des conventions collectives. Vous avez pour la plupart des conventions collectives, pas tous, mais elles ne sont plus appliquées par l'employeur. Ce qui est grave aussi, c'est que nous n'arrivons plus à les négocier. Alors que tout à l'heure, nous avons vu la force qu'elle représente. Donc cette force, ils arrivent à en prendre le contre-pied. Il y a donc à Monaco aussi une décentralisation progressive des relations sociales vers l'entreprise, là où les salariés sont les plus fragiles. Et puis en 2012, il y a une tentative de déstabilisation du syndicalisme de conquête au profit d'un syndicalisme d'accompagnement de la régression sociale, qui est un coup qu'on essaie de porter à l'Union des syndicats. Et ces temps-ci, des droits syndicaux qui sont férocement combattus. Pour certains syndicats, même qui sont inexistants. Il y en a dans la salle qui peuvent en témoigner. Avec des embûches très nombreuses pour créer des syndicats nouveaux. Néanmoins, depuis les années 80, malgré tout, grâce à notre organisation et au dynamisme du salariat de Monaco, il y a une forte résistance à ce retour en arrière. Hein. Et nous allons dire maintenant quelques mots sur cette loi 1025, qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à ce que nous venons d'expliquer, ce combat mené par nos adversaires pour revenir à une situation où l'employeur peut faire un peu ce qu'il veut. Je ne m'attarderai pas moi, c'est Bruno qui le fera, sur les clauses, disons, purement sociales, de désorganisation, etc. Je vais simplement en rester au thème que j'ai évoqué. Mais pour ça, je suis quand même obligée de vous dire un petit peu ce que dit la loi. C'est que l'annualisation du temps de travail maintenant à Monaco, si la loi demeure applicable, parce que Olivier vous l'a dit, nous pensons faire un recours devant les tribunaux, cette loi, on nous dit ceci. L'annualisation du temps de travail, elle sera négociée dans les conventions collectives au niveau de la branche professionnelle, de la branche d'activité. Ou bien, dans le cadre d'accords d'entreprise, si l'accord intervient au sein de l'entreprise, ou l'un
ou l'autre. Alors, cette notion d'accord d'entreprise, c'est une novation juridique à Monaco. À Monaco, jusqu'ici, il n'y a pas de définition juridique de l'accord d'entreprise, ça n'existe pas. Ça existe depuis la fin juin, depuis qu'on a cette nouvelle loi, dans laquelle d'ailleurs la définition de l'accord juridique est très vaseuse, hein, très floue. Bien entendu, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est ou l'un ou l'autre. Seulement, comme l'Union des syndicats de Monaco est défavorable à l'annualisation du temps de travail, je suppose que la plupart des syndicats de l'Union des syndicats de Monaco ne demanderont pas une négociation au patronat dans la branche d'activité. Enfin, c'est possible, mais ça m'étonnerait. Donc, on risque d'avoir ça. Et ce n'est pas le patronat, syndicats patronaux, qui vont dire « nous, on veut négocier dans la branche professionnelle ». Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils ont intérêt à passer par l'entreprise, on l'a vu tout à l'heure. Ils ont intérêt à passer par l'entreprise, et donc, on va se retrouver partout, dans presque toutes les branches d'activité, avec des sollicitations dans l'entreprise. Voilà. Le syndicat patronal, par exemple, la FEDEM, ne va pas conseiller, ou les syndicats à nos syndicats, d'aller négocier avec la branche d'activité. Surtout lorsqu'on sait, par exemple, qu'il y a des syndicats un peu forts au plan salarié. Ils vont conseiller aux employeurs de le faire dans l'entreprise. Voilà. Donc, c'est un peu pipeau, cette histoire-là. Et je voudrais vous dire que dans la conjoncture actuelle, avant qu'il existe ce texte de loi, il était possible de négocier dans une entreprise. Hein. Ce n'était pas interdit, c'était pas seulement, ce ne se faisait pas à travers le texte qu'ils viennent de voter. Comment faisait-on pour un accord syndical dans l'entreprise? D'abord, c'est un accord syndical dans l'entreprise, signé par le syndicat de la branche d'activité. De la branche d'activité, je dis bien. Hein. En vertu d'une autre loi que celle que nous allons voir, qui est la loi sur les conventions collectives de travail. Nos syndicats, lorsqu'un délégué syndical, par exemple, négociait dans une entreprise, le syndicat signait ou ne signait pas l'accord, mais donc l'accord syndical dans l'entreprise, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'était pas possible. Il existait. Il existe encore d'ailleurs, parce que je maintiens que cette loi-là, elle va concurrencer l'autre. Voilà. Et l'accord syndical dans l'entreprise, régi par la loi sur les conventions collectives de travail, avait valeur juridique de convention collective, c'est-à-dire valeur juridique au sens de qui négocie, qui peut résilier ou dénoncer l'accord. Hein? Par exemple, et on retrouve ça à l'article 1 de la loi sur les conventions collectives de travail, qui dit qu'un employeur peut négocier avec un syndicat une convention collective, donc un accord. Et comment ça se passait? Eh bien, là où il y a des délégués syndicaux, l'employeur négocie avec le délégué syndical, puisque la loi sur les délégués syndicaux dit que le délégué syndical représente le syndicat, C'est la raison pour laquelle le délégué syndical qui négocie doit ensuite demander l'accord de son syndicat pour signer. Hein? C'est donc bien le syndicat qui va signer avec l'employeur en vertu de l'article 1 de la loi sur les conventions collectives de travail. Le délégué syndical reçoit mandat pour signer ou non.
Ça se passe dans les entreprises où partout il y a eu des... Et donc le petit bonhomme bleu, là, il n'est pas d'accord. Hein. Alors ça lui plaît pas, on l'a dit tout à l'heure, c'est intolérable. Comment se fait-il qu'on vienne m'enquiquiner? Voilà, donc ça va pas. Il est allé demander de l'aide à ses copains, c'est-à-dire au gouvernement et au Conseil national, qui lui ont dit d'accord. Donc, voilà maintenant que ce qu'on nous propose dans cette loi 1025, c'est que l'employeur puisse négocier un accord avec les délégués du personnel et pas avec le syndicat. Bon, je vois beaucoup de têtes qui font comme ça, l'air de dire, ben, ça va pas être marrant. Hein. Ça va pas être marrant parce que les pauvres délégués du personnel, on va leur en mettre plein sur le dos des responsabilités qu'ils n'avaient pas jusqu'ici. Donc, dans la déconstruction du syndicalisme, on ne se gêne pas. La loi sur les conventions collectives de travail, ben, elle est toujours là, hein, d'ailleurs. On peut en parler parce que ça, ils n'y ont pas avancé. On lui donne un coup et on retire le pouvoir de négociation contractuelle au syndicat dans l'entreprise. S'il y a des délégués syndicaux dans la salle, bon, poubelle, hein? Vous avez compris? C'est pas vous qui allez négocier. Ce sont les délégués du personnel. Peut-être vous êtes aussi délégué du personnel d'ailleurs. Hein? Mais que devient cette loi sur le délégué syndical en fait? C'est ça, c'est la question en fait. Voilà. Donc, on fragilise le salariat et on met tout sur les épaules des délégués du personnel. Dans les entreprises de plus de 11 salariés, donc il y a transfert du pouvoir de négociation contractuelle aux délégués du personnel qui vont donc avoir la responsabilité d'organiser le temps de travail dans l'entreprise avec le patron. Ils peuvent se faire assister par un délégué syndical, se faire assister. Mais le délégué syndical est interdit de conclusion de l'accord. Si le délégué syndical n'est pas d'accord, parce qu'il voit un danger que ne voient pas les délégués, on les met de côté. Donc vous voyez la différence. Hein. Il y avait pourtant possibilité, s'il le voulait, s'il voulait absolument instaurer l'annualisation du temps de travail que nous ne voulons pas, s'il voulait l'instaurer proprement, il pouvait le faire à partir de la loi sur les conventions collectives, comme ça s'est toujours fait, comme se sont toujours fait les accords dans l'entreprise. C'est donc qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une intention. Je pense que vous avez compris mon propos. Si vous le partagez ou vous ne le partagez pas, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, en gros, il faudra aller fouiller un peu plus le texte. Hein. La négociation, en gros, c'est l'employeur communique le projet. Je ne suis pas les délégués, hein, les délégués du personnel. C'est l'employeur qui communique le projet. Et s'il y a un accord qui intervient, parce que délégués du personnel, quand même, comme ce ne sont pas des idiots partout, et qui ne sont pas tous patronaux, parce que dans certains endroits, il y en a qui sont malheureusement à la solde du patron. Enfin, il y a aussi beaucoup de délégués du personnel combatifs. Donc si ça ne convient pas aux délégués du personnel, ma foi, pas d'accord. Mais s'il y a accord, au bout de 14 jours, on va faire voter quand même hein, les salariés concernés. Ils ne sont pas forcément tous, toute l'entreprise. Ça peut être un service, ça peut être, enfin, c'est à la carte. La carte. Voilà. S'il y a accord, il y a donc ce vote. Si le vote est négatif, donc on n'applique pas l'accord. Après, je vous passe, s'il y a accord, on doit communiquer à la direction du travail qui va regarder si c'est conforme à la loi, etc., etc. Bon, ça c'est la cuisine. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que par rapport à l'accord dans l'entreprise qu'il y avait avant, il était quand même beaucoup plus difficile de faire pression sur le délégué syndical, ou le délégué syndical, parce que il y avait, l'employeur sait
que derrière le délégué syndical, il y a le poids de l'organisation syndicale, du syndicat. Tandis que dans cette loi, si l'employeur essaie d'exercer des pressions sur les délégués du personnel ou sur les salariés, des chantages au licenciement, etc., même si les délégués du personnel sont protégés, on le sait, face au licenciement, mais dans certains... Bon, je vois que Marc il fait comme ça, ils sont protégés plus ou moins, hein, voilà. Bon, et puis il y a la progression de carrière, on va penser aussi à la progression de carrière, on va penser à beaucoup de choses. Donc là, les pressions sont plus faciles à exercer. Et même ça peut aller plus loin parce que nous avons malheureusement des exemples récents. Si l'employeur en est capable, il va convaincre un certain nombre de salariés, par exemple des cadres, de faire procéder à la destitution des délégués du personnel. Ça nous est arrivé malheureusement, je vois Marie-Paul dans la salle, à qui c'est arrivé, dans des conditions inconcevables, hein, sans qu'on ait communication de la liste. Enfin, les gens ont signé oui je destitue, mais on n'a pas vu les signataires, hein, on n'a pas vu la liste. On ne sait pas, on ne sait toujours pas. Bien sûr, nous sommes en procédure, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours un tas de possibilités. Quand ça vient à l'entreprise, c'est ça. On revient au petit schéma de tout à l'heure du début. Quand ça en replonge dans l'entreprise, il y a un tas de possibilités de faire pression, d'arriver à ce que le patronat arrive à ce qu'il fasse. Bien. Bon. Donc, fragilisation du salariat, vous avez compris. Fragilisation aussi au niveau de, par exemple, des recours en justice. Le syndicat, c'est une personne, ce qu'on appelle une personne morale. C'est un collectif, c'est une personne morale, tandis que le délégué du personnel, c'est une personne physique. Ce que me disait tout à l'heure Nicolas. Et donc la personne morale représente un collectif, tandis que la personne physique représente qu'elle-même. Autrement dit, s'il y a besoin d'ester en justice, la personne morale peut le faire sur décision de l'Assemblée générale, du syndicat, ou de ces instances qui sont dans les statuts reconnues comme étant les instances qui peuvent prendre ces décisions-là. Les personnes physiques, alors là, on ne sait pas comment ça va se passer, parce qu'elles peuvent aller en justice que pour se représenter elles-mêmes. Autrement dit, si un délégué du personnel veut aller en justice pour l'ensemble des délégués du personnel, il ne peut pas le faire. Le syndicat peut le faire pour l'ensemble du syndicat. Mais le délégué du personnel ou les délégués du personnel ne peuvent pas le faire pour l'ensemble des délégués. Hein, donc ça fait partie des points d'interrogation sur l'application de cette loi. Il y en a d'autres, hein, parce que dans le texte, il y a plein d'incohérences, beaucoup d'incohérences. Bon, alors là, c'est dans les entreprises de plus de 11. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, c'est prévu qu'il y aura un représentant des salariés élus. Voilà. Donc les modalités d'élection sont expliquées. Il y aura des textes d'application, etc., etc. Et il y aura aussi un vote comme pour les entreprises de plus de 11. Voilà. Mais ce n'est pas le syndicat qui va négocier, c'est ce représentant élu qui se débrouillera comme il peut. Il pourra essayer de se faire aider par le syndicat. J'espère, si ça lui tombe dessus. Donc les salariés sont plutôt isolés dans les petites entreprises. Hein. Toutes petites entreprises sont plutôt isolées face à la pression de l'employeur et au chantage de l'emploi, par exemple. Parce que bon, c'est facile dans une petite entreprise, une toute petite entreprise, soyons clairs, de dire aux salariés, bon, réfléchis avant de voter non. Hein. Parce que bon, ton contrat de travail dépend de moi. Voilà. Donc voilà encore un exemple de fragilisation du salariat, c'est-à-dire qu'on ne nous en sommes pas quand même encore à ce qu'ils espèrent, c'est-à-dire que l'employeur fasse tout ce qu'il veut dans l'entreprise, mais nous en sommes quand même à un moment où la convention collective
est gravement remise en cause, sa force aussi, et le pouvoir de négociation contractuelle du syndicat fortement remis en cause aussi. Ça, c'est un très grand pas. Ça, c'est un très grand pas de plus dans la stratégie dont je vous ai parlé depuis les années 80. Ça, c'est un très grand pas de plus. Il faut en être convaincu. Enfin, il faut en être, j'espère que je ne sais pas si vous le saurez. En tout cas, nous sommes convaincus que c'est très grave. Parce qu'il y a encore un autre danger. Alors, l'autre danger qui se trouve dans cette loi, mais aussi dans une autre. Au-delà du temps de travail. C'est d'ouvrir la voie à ce que tout puisse se passer par accord d'entreprise. Alors, bien entendu, ce n'est pas le texte, hein. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais quand même. Mais quand même, le texte prend des dispositions bizarres. Bizarres. Donc, tout faire passer par l'accord d'entreprise en contournant le syndicat, c'est leur projet. Non, nous disent-ils. Non, c'est pas ça. Alors quand même, je voudrais vous parler des articles 3 et 4 du texte, du texte de loi, qui doit nous alerter pour l'avenir. Pour le présent, bien entendu, on va se battre contre ce texte 1025, mais pour l'avenir. Alors, l'article 3 modifie profondément la mission du délégué du personnel. Parce que, il faut savoir que lorsque le gouvernement avait présenté son projet, le premier projet, celui que nous avons contesté, que le Conseil national n'a pas voté, il était dit simplement que pour l'annualisation du temps de travail, il sera dérogé à la loi sur les délégués du personnel. C'est tout. Il n'était pas dit dans le projet de gouvernement, donc je modifie la loi sur les délégués. Non. Eh bien là, oui.